Je tiens tout d'abord à étendre mes sincères remerciements et mes salutations à l'ensemble de nos chers biologistes ici présents, à l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui pour ces journées scientifiques très enrichissantes et étendre par la même occasion mes chaleureux remerciements au comité d'organisation. Donc, j'ai le plaisir de vous faire part aujourd'hui d'une thématique très importante, à savoir les rapports EEQ, les rapports d'évaluation externe de la qualité dans leur volet interprétation et dépannage ou troubleshooting. Dans ce sens-là, je voudrais exposer le sommaire suivant. Donc, nous allons tout d'abord commencer par détailler quels sont les points focaux d'un programme de contrôle de qualité externe, les avantages qu'il les présente, ainsi que les enjeux qui déterminent la performance d'un laboratoire au niveau périodique. Donc, nous verrons de ce fait des exemples très concrets de rapports, ainsi que les éléments qui les constituent pour initier l'interprétation de cette performance analytique, et nous donnerons des aperçus quant aux démarches qui initient l'interprétation, l'évaluation, la comparaison interlaboratoire, et nous décrirons des problématiques qui sont à l'origine de certains échecs de contrôle qualité et qui devront se prendre ou être interprétés dans un cadre plus global, incluant à la fois les contrôles internes, externes et les programmes internes externalisés. Nous verrons aussi quelques exemples de rapports qui sont très utiles aux laboratoires ainsi qu'aux structures de diagnostic clinique pour déterminer de façon fiable leur performance analytique. Donc, un laboratoire ou une structure de santé sont confrontés dans leur pratique de la biologie médicale au travers de leurs actions de diagnostic, dépistage, titration, mesure, évaluation, donc à des risques de variation et de défaillance, que ce soit au niveau des instruments de tests cliniques ou que ce soit au niveau même des procédures qui sont implémentées par leur personnel ou l'application des normes et réglementations en vigueur, ainsi que leur appréciation à leur juste titre en ce qui concerne le paramètre en question. Donc, tout d'abord, c'est un exercice de détection de ces variations qui sont de diverses origines. Ces origines peuvent notamment être induites du fait d'un changement, que ce soit au niveau d'une configuration analytique, au niveau d'un réactif donné, des références de réactifs qui connaissent des formulations très distinctes, et donc qui induisent encore plus cette variation de mesure et d'analyse, en plus des autres changements au niveau des paramètres et des conditions qui sont prises en considération au niveau du laboratoire pour la détermination, que ce soit les caractéristiques physico-chimiques, donc de température, de dégradation de ces réactifs, ou que ce soit des soucis encore plus techniques, à savoir des défaillances dans un ou plusieurs des composantes ou des modules d'un instrument d'analyse. Et donc, pour jauger à juste titre ces défaillances, il est impératif d'avoir ou d'établir une référence avec laquelle se comparer et pouvoir établir cette fiabilité d'analyse, parce qu'au final, les résultats qui sont générés par un laboratoire vont induire une prise en charge de la part du clinicien. Donc, la démarche de contrôle qualité s'inscrit en finalité dans l'amélioration de la fiabilité des résultats des tests et des soins de qualité produits aux patients et leur prise en charge. Donc, un des points cardinaux, ainsi que les avantages de s'enrôler dans un programme d'évaluation de contrôle de la qualité externe, est en fait d'obtenir un point de vue fiable et impartial.
dans le sens où l'enrôlement dans un programme de contrôle indépendant de la qualité permet de s'affranchir en fait des liaisons qui peuvent être induites par en fait, des fournisseurs de kits qui sont les mêmes que ceux d'un QC et donc dont on sait que la matrice au préalable sont similaires et donc au final, les performances qui seront répercutées sur un résultat QC seront intimement liées à celles du calibrateur et donc ne mimeront pas de façon fidèle celles qu'on s'attend à recevoir de la part d'un échantillon patient. Donc, dans ce sens et dans cette perspective, établir un consensus de comparaison est primordial pour éviter de se retrouver dans une notion de ce qu'on appelle un îlot statistique, à savoir qu'on est en train de valider notre série sans qu'on ait du recul par rapport à nos résultats. Est-ce qu'ils présentent un biais positif par rapport à la performance attendue ou pas? Et bien évidemment, l'un des avantages principaux de la participation à un programme interlaboratoire EEQ est de se conformer aux exigences d'accréditation, notamment la norme ISO 15189, qui stipule de façon très appuyée la nécessité d'adhérer à un process d'évaluation indépendante qui prenne en considération des comparaisons avec des groupes de pairs et donc établir cette comparaison de façon fiable. Et je m'inspire ici des normes, des extractions de cette norme ISO 15189 qui stipule que le laboratoire doit participer à un ou plusieurs programmes de comparaison interlabo, notamment même à chaque fois qu'une comparaison interlaboratoire n'est pas disponible, donc qui induit que le laboratoire devra développer d'autres approches pour fournir des preuves permettant de déterminer l'acceptabilité de leurs résultats. Et en parallèle, donc, que le laboratoire cherche à atteindre le niveau de qualité le plus développé possible pour assurer cette confiance de rendu de résultats. Donc, 4 points qui composent un programme de contrôle qualité et par induction donc le rapport de contrôle qualité, à savoir principalement qu'il doit inclure un passage de QC issu d'une matrice d'origine humaine. Donc la matrice d'origine humaine va répercuter les mêmes performances qui sont appliquées à un QC, donc à celles d'un échantillon patient, et de ce fait, tout écart, toute variation ou tout biais significatif qui pourrait induire un mauvais rendu de résultat sera initialement observé sur le QC et donc empêchera tout d'abord que le mauvais résultat soit rendu et par extension qu'une série analytique soit toute perdue à cause d'une variation qui a été mal identifiée. Donc, le concept auquel j'ai fait référence, qui est d'éviter que le laboratoire soit isolé en termes de comparaison, à savoir l'île qui va induire que le labo va faire passer ses QC internes, que ce soit de trousse ou indépendant. Il va valider sa série analytique, mais avec quelle référence, donc, avec quel consensus. Donc, on est en train de valider notre série, mais on n'a pas de recul sur la fiabilité ou l'absence de biais de notre comparaison. Donc, un programme d'EEQ fiable et pertinent devra prendre en considération un nombre de participants le plus étendu possible pour augmenter cette fiabilité. D'autant plus que les fournisseurs d'un contrôle de qualité externe doivent s'accommoder ou doivent satisfaire aux exigences très pointues de la norme ISO 17043 qui prescrivent en fait les nécessités ou les besoins ou les impératifs exigés pour un organisateur de programme d'évaluation externe de la qualité. En plus de ça et en parallèle,
un fournisseur de contrôle de qualité doit pouvoir fournir un matériel de QC qui puisse prendre en considération les valeurs et intervalles valides au niveau clinique, à savoir prenant en considération l'ensemble des publications pertinentes en termes d'intervalles de validation biologique et par extension donc, fournir des classes de QC en dessous et en dessus de ces intervalles pertinents en différentes concentrations et dans les itérations ou les fréquences de passage de QC qui sont pertinentes. Donc, au final, un programme de contrôle de qualité devra s'accommoder de tout d'abord 4 points impératifs, à savoir le premier, en termes statistiques, de fournir un rapport qui puisse avoir une référence consensus la plus étendue possible. Donc ça passe par des rapports incluant des groupes de pairs importants. On verra par la suite qu'un groupe de pairs minimal de 9 laboratoires est nécessaire pour en fait valider notre comparaison interlabo. Ça passe aussi par une participation internationale incluant des pays qui vont inclure des variations même au niveau interindividuel, intra-individuel, et donc ceci participera à étendre en quelque sorte les pools de comparaison donc, qui vont aussi être l'objet du laboratoire pour adhérer à ce qu'on appelle l'approche d'objectifs analytiques. Donc, les objectifs analytiques seront la conformité aux spécifications de qualité qui sont publiées par des organismes de standardisation ou des sociétés scientifiques qui établissent les intervalles acceptables de validation en termes de CV, en termes d'écart type, de moyenne, et ainsi de suite, pour des analytes précis, pour différentes populations à travers le monde. Donc, la conformité aux analyses donc, statistiques et robustes basées sur la norme ISO 13528 est aussi de mise. Mais le principal point de validation d'un programme EEQ est l'accessibilité à l'interprétation et les outils qui le composent, dans le sens où un clinicien va pouvoir donc, voir l'information plus facilement, l'interpréter de façon fiable et prendre par conséquent ses décisions quant aux actions correctives et préventives nécessaires à la conduite de son process de contrôle qualité. La qualité des échantillons en elle-même est aussi très importante. La commutabilité du matériau de QC avec les échantillons patients est cardinale, où nous pourrons refléter les mêmes performances, les mêmes variations imputées à un échantillon patient au QC pour pouvoir les visualiser en amont. Donc, ces échantillons doivent être multiparamétriques, doivent inclure donc, la possibilité de faire plusieurs itérations d'évaluation de façon pertinente, à savoir qu'un EEQ, un programme de EEQ ne doit pas se cantonner à 3 ou 4 évaluations dans l'année. On a de la marge véritablement entre 3 déterminations à l'année pour qu'il y ait beaucoup de variations qui se produisent au niveau de notre configuration analytique pour qu'on ne puisse pas détecter de façon fiable ces erreurs qu'on a pu rendre dans notre compte-rendu. Et aussi, donc le quatrième point cardinal est la fiabilité du fournisseur qui doit être conforme aux normes en vigueur pour les programmes EEQ et être en mesure d'assurer aussi tout le volet logistique qui est vraiment le nerf de la guerre dans une participation qui est régie par une échéance. Donc, un EEQ va suivre un calendrier très précis et donc la réception
des programmes et des échantillons en eux-mêmes doit faire l'objet d'une attention très particulière par le fournisseur. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on est en train de comparer lorsqu'on adhère à un programme de EQ? Nous, au niveau de notre détermination au labo, on va calculer notre courbe de moyenne et d'écart type. Donc, nous allons établir ce qu'on appelle une distribution gaussienne. Donc, au travers de cette distribution, nous allons pouvoir mesurer notre précision analytique, à savoir le coefficient de variation. Ce coefficient de variation est la mesure directe de notre erreur aléatoire, c'est-à-dire une défaillance à un moment donné d'une mesure de QC qui peut se produire indépendamment d'un risque ou d'une variation précise. En parallèle de ça, nous allons donc utiliser une référence contre laquelle comparer notre statistique, et donc cette vraie valeur ou cette valeur de référence ou valeur consensus va être la mesure directe de notre biais d'analyse et par extension l'erreur systématique. Donc l'erreur systématique est induite principalement par une défaillance dans le temps qui va faire shifter ou faire modifier ou dévier nos résultats attendus. Et donc, ces deux principaux paramètres, à savoir le biais et l'erreur aléatoire, ou le CV, vont être les principaux déterminants de notre performance qu'on va pouvoir mesurer au travers de la justesse, pour ce qui est du biais, et au travers de la précision, pour ce qui est d'un programme EEQ. Donc, il est nécessaire de garder à l'esprit qu'une combinaison entre le process CQI, ou contrôle interne, et EEQ, est primordiale pour s'assurer que le labo est dans les normes de validation, à la fois pour la justesse et la précision. Donc, cette valeur de consensus, elle a été validée comme valeur de référence qui inclut l'ensemble des statistiques publiées par des pairs, donc les pairs étant les labos disposant d'une même configuration analytique, à savoir un même modèle d'instrument, même méthode utilisée, ainsi que le même réactif ou référence de réactif. Donc, au travers de ces rapports-là, on va pouvoir établir plusieurs niveaux de comparaison, desquels on va avoir les plus performants ou les plus précis jusqu'aux moins précis, mais qui vont tout de même rester une référence pour la comparaison. Donc, un rapport de EQ doit idéalement disposer d'une comparaison des groupes de pairs. Donc, les pairs, comme j'y ai fait référence, incluent les paramètres les plus similaires possibles parmi un groupe de labos. Si on n'est pas en mesure de rassembler ce nombre de labos qui est un minimum de 9, on va passer à une comparaison de groupes de méthodes. Donc là, les groupes de méthodes vont inclure l'ensemble des labos, soumettant leurs résultats pour une même méthode, mais donc ne disposant pas de modèle d'instruments similaires. Le troisième niveau de comparaison va être une comparaison holistique ou globale qui prendra en considération l'ensemble des soumissions. Et on s'assure, avec ces trois niveaux, d'avoir toujours une référence avec laquelle comparer pour avancer dans sa validation technique et biologique. En parallèle, il y a des validations, des groupes de références qui prennent en considération le mode de notre distribution gaussienne. Et donc, le mode, en l'absence de résultats très poussés, donc, on prendra pour valeur de référence notre mode au lieu de les groupes de pairs ou les groupes de méthodes. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer lorsqu'on effectue une analyse de notre programme EEQ? On va tout d'abord évaluer notre Z-score
Donc, le Z-score, c'est une mesure standardisée de notre imprécision qui prend en considération le CV par analyte, à laquelle on va impliquer aussi la moyenne du comparateur que nous avons choisi, à savoir soit le pair, soit la méthode, soit l'ensemble des résultats confondus, et donc desquels on va diviser l'écart type du comparateur. Et donc ce Z-score sera en quelque sorte la mesure directe de notre variation, notre écart par rapport aux valeurs attendues avec les pairs. Nous avons aussi le Running Mean Z-score qui va correspondre au Z-score rassemblé pendant les 6 dernières déterminations. Donc c'est les CV des 6 derniers mois. Et ça sera pertinent dans le sens où ça nous permettra d'évaluer justement le risque d'occurrence de cette erreur systématique dans le temps. Le troisième paramètre important pour l'analyse est la mesure de la déviation, qui là aussi sera un marqueur ou un paramètre direct d'évaluation de notre justesse par rapport à celle du groupe de pairs. Et donc, quand on est en mesure de collecter le Z-score pour l'ensemble des analytes, on va pouvoir établir un barème à partir duquel nous allons établir quels sont les points à valider en fonction du fait qu'il soit en avertissement ou en rejet. Donc, par consensus, un Z-score qui est entre 2 et 3 va caractériser des résultats qui sont en avertissement. C'est-à-dire qu'il y a un écart qui est toujours acceptable, mais qui est dans la limite marginale de l'acceptabilité et qui nécessite potentiellement une action corrective et un suivi de la part du clinicien et du biologiste. Donc, au-delà de 3 Z-scores, on est en mesure de déterminer que le résultat est en dehors des intervalles acceptables et sur la base duquel nous allons pouvoir effectuer nos actions correctives. Donc, pour un rapport EEQ, nous avons j'ai pris l'exemple ici de plusieurs analytes qui sont listés par instrument, qui vont inclure des résultats par unité, par résultat, par moyenne, par Z-score, running mean Z-score, et d'où on va pouvoir vérifier le comparateur qui nous a été assigné. Et ici, nous avons le barème plus précis qui va nous permettre d'établir nos objectifs de performance et à partir duquel nous pourrons véritablement qualifier ou évaluer notre performance effective. Donc ici, l'objectif serait en fait d'atteindre un Z-score qui est inférieur à 1, qui est le plus proche possible de celui du groupe de pairs et par conséquent le plus proche possible de l'objectif d'imprécision escompté. Un point très important aussi, c'est la nécessité d'effectuer une comparaison qui soit la plus précise possible. Il y a des écarts qui sont répertoriés, qui sont juste des erreurs de configuration. Et donc, quand on fait une comparaison avec le groupe de pairs, on s'attend à ce qu'on puisse cerner l'ensemble des paramètres qui constituent ce groupe de pairs et qu'on ne soit pas configuré ailleurs, donc qui générera potentiellement un écart qui est accidentel, mais qui générera une frustration pour la validation de nos résultats EEQ. Donc, effectuer une configuration par instrument est aussi un outil très important, dans le sens où nous ne nous amuserons pas à chaque fois lister l'ensemble des tests que nous réalisons avec leur méthode, avec leur unité, et ainsi de suite. Donc, avoir un programme de EQ qui prenne en considération un maximum de modèles d'instruments qui sont présents sur le marché technique et biologique est un atout majeur pour fluidifier cette comparaison et cette configuration. Donc, idéalement, j'ai listé ici quelques types de rapports qui seront à l'avantage du biologiste pour l'interprétation.
On a ce qu'on appelle un rapport des données statistiques qui va être un aperçu global de tous les écarts qui sont imputés aux différents analytes, à savoir par échantillon. Et donc ici, ça sera révélé à l'aide d'un code couleur, donc soit jaune, soit rouge, pour signifier soit les avertissements, soit les rejets. Donc c'est un outil très important pour aller directement cibler les analytes dans lesquelles on est en déviation. Le rapport d'analyte dédié sera aussi un outil graphique et statistique très puissant, dans le sens où nous aurons des graphes par groupe de comparaison ou comparateurs pour les pairs, pour les méthodes et pour tous les résultats confondus, incluant aussi des tables de Lévy-Jenin qui indiqueront, en fonction des différentes concentrations des échantillons que nous passerons, où se situe l'écart et où il est nécessaire d'agir en termes d'action corrective. Une autre importance est d'avoir une courbe de linéarité qui puisse à la fois vérifier les valeurs basses, moyennes, basses, hautes, moyennes, hautes et moyennes hautes, valeurs hautes. Un rapport d'échantillon résumé sera aussi important où on aura les résultats statistiques de tous les échantillons combinés avec une section dédiée pour répertorier les actions correctives et préventives adéquates. Un rapport de configuration est aussi très apprécié dans le sens où notre rapport révélera quelles sont les variations spécifiques au même modèle que nous utilisons. Et donc, ça sera en quelque sorte une comparaison restreinte entre un groupe de pairs qui nous déterminera la fiabilité, l'imprécision et le biais d'analyse de l'instrument que nous utilisons. Et aussi, une page de garde serait aussi très utile pour aller cibler directement les paramètres dans lesquels nous avons un écart significatif. Donc, idéalement, ce rapport présentera une analyse statistique prenant en considération l'ensemble des groupes de pairs. Donc, il permettra de révéler où se situe notre performance. Ici, nous avons des flèches qui caractérisent la classe dans laquelle nous nous situons en termes de distribution. La comparaison devra idéalement prendre en considération le groupe de pairs principalement avant d'opter pour les autres groupes de méthodes. Les histogrammes sont importants, mais aussi donc, la courbe de linéarité qui fait l'objet d'une démarche d'évaluation annuelle ou périodique qui pourra aussi être révélée à l'aide du programme EUC. Pour ce qui est des listings des configurations, donc ici on a une liste très pratique où nous avons les groupes de pairs les plus représentés, avec le nombre de laboratoires dédiés, avec leurs statistiques, et donc c'est en quelque sorte un reflet des configurations les plus précises sur le marché. Donc le rapport comprendra nos résultats avec le comparateur qui leur a été assigné sur la base du nombre de groupes de pairs, déterminera aussi les statistiques associées, notamment la mesure de l'incertitude avec le Z-score, le running mean Z-score et le pourcentage de déviation. Je faisais référence à l'absence de résultats pour les pairs et les méthodes qui nous induit en comparaison avec le groupe de mode. Et donc, dans ce sens aussi, avoir une comparaison située au même mode dans lequel notre laboratoire a été classifié est aussi un point de comparaison, de référence avec les pairs. Donc, nous dissocions les distributions multimodales des distributions unimodales qui restent plus précises en termes d'évaluation
statistiques. Donc là aussi, les statistiques relatives au pourcentage de déviation, running mean z-score par échantillon et par comparateur seront révélatrices de l'étendue de notre performance analytique. Donc ici, j'ai agrandi la section correspondant au groupe d'histogramme. Donc on peut voir ici que le résultat qui a été associé à notre instrument se retrouve dans une classe peu représentée. Idéalement, on va chercher à être associé à ce groupe-là, mais que au niveau des pairs, on se retrouve dans un groupe bien localisé, bien représenté. Et donc l'idéal serait de tomber au niveau de ce groupe de pairs, malgré la mauvaise performance en termes de méthode. Ici, j'ai des exemples d'histogrammes qu'on peut prendre en considération pour établir si notre comparaison est pertinente ou pas. À savoir, le groupe ici de pairs est dans les cibles, donc on va pouvoir valider notre performance, même si au niveau du groupe de méthode, groupe de mode, on est un petit peu en écart. Ici, nous avons une performance très marginale au niveau des pairs, et en fonction, nous allons pouvoir établir que cette performance n'est pas acceptable et qu'il y ait une action corrective qui doit être prise pour juste ajuster la configuration analytique ou pouvoir atteindre un objectif de CV plus développé. Donc, les tables de Levy-Jenin recensent les résultats obtenus au travers des 12 échantillons. Et donc, au même titre qu'une table de Levy-Jenin normale, ça va être la mesure de notre imprécision, notre variation, en fonction de la moyenne du groupe de pairs et les écarts types des groupes de pairs. Donc, à ne pas associer avec les tables de Levy-Jenin propres au laboratoire. La ligne de la courbe de linéarité prend en considération aussi 4 formes de concentration, à savoir qu'elle teste l'ensemble des intervalles de linéarité pertinentes pour le diagnostic clinique, pour l'analyte en question, et donc être dans les normes et inférieures et supérieures par rapport à ces concentrations et ces déterminations est un point important pour notre analyse. Donc ici, j'ai des exemples de rapports qui sont ici un rapport parfait. Donc nous avons très peu de variations de part et d'autre de la ligne médiane, avec une superposition de la courbe de linéarité avec celle attendue des pairs. À ce niveau-là, nous avons une petite variation de ce point-là qui peut être imputée à une erreur aléatoire. Et lorsqu'on va aussi faire une analyse de notre courbe de linéarité, on se retrouve dans des performances très acceptables, mis à part le point en question. Ce rapport-là sera aussi indicatif d'une performance qu'on peut qualifier d'acceptable, malgré des rejets de part et d'autre de 2 des 12 échantillons. Ce qu'on peut remarquer ici, quand on confronte ceci à la détermination de la linéarité, des échantillons bas et hauts sont incorrectement analysés, et du coup, nous pouvons trancher sur un problème de linéarité de part et d'autre des intervalles bas et hauts. À ce niveau-là, nous avons un exemple très réel d'un laboratoire qui rendait des résultats en dehors des intervalles acceptables, mais qu'à la suite d'une action corrective, il a restauré sa performance analytique. Et quand on fait l'analyse avec les résultats de linéarité, on se retrouve avec des échantillons. Les 4 échantillons qui étaient initialement rejetés ici sont aussi localisés à ce niveau-là. Donc,
il y avait un problème de linéarité qui a été restauré à la suite d'une calibration ou d'une maintenance. Calibration, une maintenance, potentiellement le remplacement d'un des modules des analyseurs. Ici, j'ai mis un exemple de rapport inacceptable où nous sommes clairement en biais positif par rapport à la moyenne attendue. Il se peut qu'il y ait une misconfiguration ou une mauvaise configuration avec le groupe de paires adéquat. Cependant, pour la linéarité, c'est également confirmé et sur cette base-là, on tranche qu'il y a une nécessité d'effectuer la maintenance le plus urgemment possible pour restaurer les performances acceptables. Donc, j'ai initialement discuté des statistiques reliées aux fournisseurs les plus représentés en termes de groupe de paires. Donc, ici, nous avons le top 9 des instruments les plus populaires avec les déterminations de méthodes et des réactifs, spécifiquement avec le nombre de labos qui y sont associés. Donc, très brièvement, je voulais donner en fait un petit logigramme pour essayer de faire un dépannage lorsque nous sommes en écart analytique par... S'il vous plaît, vous avez déjà dépassé votre... D'accord. Ça va se répercuter sur l'autre présentation. Tout à fait. Je vous remercie. Donc, je clôture très rapidement avec une liste de troubleshooting qui est déjà incluse dans la présentation et dire que en fait, un programme d'évaluation de contrôle de qualité en combinaison avec le CPU donc, sera la meilleure détermination pour augmenter la confidence du laboratoire dans le rendu de résultats. Et je vous remercie.